Eh ben, je vous remercie d'être là ce soir. Plutôt nombreux, c'est bien, c'est super. C'est vrai que la question du genre questionne beaucoup, hein. Donc voilà, je vais essayer de. Ça va, c'est bon? Ouais, Donc, j'ai pas peur du tout. t'as pas peur? J'ai pas peur, Donc, ouais. je remercie beaucoup Benjamin Lévy et puis Jean-Jacques Moscovitz de m'avoir invité à leur séminaire, hein. Un séminaire, comment? Il s'appelle Transculturel, c'est ça? Non, il s'appelle les effets du contemporain sur la subjectivité. D'accord. Eh ben, Effets au justement, pluriel. eh ben, on va en parler toute la soirée. C'est très bien, ça tombe bien. Donc, tranquillement. Donc, aujourd'hui, il y a un malaise, hein, il y a ce malaise flagrant du côté du genre, hein, et ça se voit, ça se voit. Ça touche aussi bien le rapport entre les sexes, c'est-à-dire le rapport entre les hommes et les femmes, que la notion d'identité, hein, donc de genre. C'est le grand flou, hein, on est tous d'accord, en ce moment on patauge, on ne sait plus très bien comment penser notre masculinité et notre féminité. Alors déjà, pour introduire un peu, ce trouble dans le genre, ça vient d'où, hein? Alors, ça vient de ce vieux rapport homme-femme qui a drainé beaucoup de malentendus sur le sexe féminin et qui a précipité les femmes dans un engrenage psychoculturel qui était complètement tronqué et perverti, jusqu'à bâillonner quoi? Leur structure psychique. Donc, elles en étaient délogées de leur structure. Sauf que les femmes ont fini par réagir, hein, elles ont fini par réagir et ça a provoqué une sorte de cataclysme, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça a été une espèce de gros bazar dans le genre. Alors, en gros, tout a commencé quand elles ont revendiqué les mêmes droits que les hommes, et ça a mis en exergue, à ce moment-là, la notion de féminin qui était étouffée depuis longtemps. Et du coup, ça a dévoilé en même temps la notion de bisexualité psychique. Hein, voilà que le féminin n'est pas le propre des femmes, ça se combine avec le masculin, tout d'un coup. Donc, les femmes ont donc déterré cette vérité que le masculin n'est pas monolithique, hein, que l'ordre masculin, qu'il n'existe pas un ordre masculin d'où serait exclu ce féminin, hein. Il y a bien une bisexualité psychique et ça concerne les deux sexes. Sauf que la bisexualité psychique pose problème, ça dérange. Alors, avant, on s'en débarrassait en la réprimant. Aujourd'hui, on ne sait pas comment la gérer et ça nous déborde et ça bouscule tout. Pardon. De quoi? Et donc, ça nous déborde, hein, et ça nous bouscule. Et effectivement, ce dévoilement de la bisexualité psychique a provoqué, à mon sens, deux phénomènes sociaux majeurs, hein, qui pour moi sont indissociables. Donc, je vais essayer de parler des deux. Ça a provoqué un premier phénomène, c'est le rapport homme-femme qui s'est beaucoup modifié et donc qui s'est complexifié, hein. Il y a eu les années 70, mais aujourd'hui, il y a les années 2000. Hein. C'est-à-dire que le féminin est entré dans les foyers sur le versant de l'émancipation. Il s'impose ce féminin dans le conjugal et aussi à propos de la procréation, c'est-à-dire que c'est elle qui décide quand et comment, etc. Et donc, rien qu'à cause de ça, dans le rapport des sexes, hein, les hommes se sentent dépossédés de leur masculinité. Donc, ce féminin décomplexé, eh ben, ça les angoisse et ça les rend vulnérables. Alors, finalement, on est entré pour ce premier phénomène, hein, dans ce premier phénomène, on est entré dans une sorte de renversement de rapport homme-femme, une espèce de conflit un peu latent des sexes, hein.
Voilà, ça c'est le premier phénomène. Du coup, cette réhabilitation du féminin à côté du masculin, ça a provoqué l'estompage de la binarité du genre. Et ça, c'est le deuxième phénomène. C'est-à-dire que l'identité de genre s'élargit à d'autres notions d'identité sexuelle qu'on n'avait encore jamais osé conceptualiser. Du coup, on ne sait plus si on est totalement femme ou si on est vraiment un homme. Et finalement, quel genre choisir? Alors, ça devient un vrai phénomène de génération, un phénomène de société, un problème d'état civil, et donc un problème politique, vous voyez, commence à prendre la place, et surtout, ça devient un problème pour les psychanalystes. Du coup, la question qui se pose à nous, c'est comment aujourd'hui penser la sexualité et surtout l'identité de genre à partir de ce que nous connaissons du psychisme. On a quand même en tête que Freud n'a jamais clos sa théorie de la sexualité, quand même. Même s'il n'emploie jamais le concept de genre, qui ne faisait pas partie du vocabulaire de l'époque, il avait bien saisi, lui, l'existence psychique de la bisexualité. Voilà, mais après sa mort, ça a été aussitôt oublié par ses continuateurs, et c'est le coup de gueule des femmes, 40 ans après Freud, dans les années 70, qui a fait réapparaître la bisexualité psychique, qui devient aujourd'hui quelque chose qui a à voir avec la norme. Ça devient la norme. Donc, au cœur de ce malaise contemporain, créé par ces deux phénomènes, un entre les sexes et l'autre entre les genres, il y a cette bisexualité psychique qui fait pivot, et ça dérange. Alors, pourquoi cette bisexualité psychique, pourquoi elle dérange? On est tous d'accord pour dire qu'un homme n'a pas que des tendances masculines et une femme que des tendances féminines. Cette bisexualité qui est strictement d'ordre psychique, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le sexe fixe du corps, cette bisexualité qui est un fait de structure, ça a toujours existé. Ce côtoiement du féminin et du masculin chez les deux sexes, c'est pas nouveau, ça s'est toujours combiné. Sauf que du côté des hommes, le patriarcat fait croire que le féminin ne concernait que le corps des femmes et que les hommes, eux, en étaient épargnés. Est-ce que tu peux rééteindre les micros parce qu'il y en a qui sont rentrés entre-temps? Oui. C'est bon? C'est bon. Voilà. Et donc, l'idée courait que parce que les femmes ont un sexe d'une longueur différente, elles sont castrées et pas eux. Sauf que, j'ai appris tout récemment, sauf que, comme le clitoris est sorti de son tabou, ou presque, il commence à prendre de l'ampleur et donc en profite pour se rallonger, paraît-il. Voilà. Donc, en attendant, les hommes ont toujours associé la castration à la morphologie du sexe des femmes, et c'est comme si la castration était finalement réelle, c'est-à-dire une vraie coupure dans la chair. Alors, c'est vu comme un préjudice, c'est vu comme un handicap, ou le résultat d'une faute. Sauf que ça, à mon avis, c'est plutôt une mythologie masculine, c'est une énorme erreur d'interprétation. Le sexe des femmes n'est pas mutilé du tout. Il ne lui manque rien. Mais d'imaginer que cette castration ne concerne le corps de la femme, ça a permis aux hommes d'éviter de se penser féminisés eux aussi. Et donc ça a été un vrai système de défense pour eux. Ça a été un système de défense, de penser comme ça, un système de défense qui s'est érigé comme un bouclier pour faire barrage à l'horreur de la castration, du châtrement, on va dire, je ne sais même pas si c'est français, mais enfin, interpréter lui comme une féminisation. Parce que ce qui fait peur aux hommes, c'est que la féminisation des femmes, ça vient du père. C'est lui qui fabrique des filles. Comme les hommes ont le même organe que le père,
ils ont toujours eu la certitude d'avoir pu, eux, échapper à cet acte de féminisation. Donc, pas question pour eux de se penser châtrés. Hein. Et justement, le pire pour eux, hein, et Freud l'avait aussi repéré, ça, hein, puis on le repère au quotidien, c'est de se retrouver, le pire pour eux, c'est de se retrouver en position passive de soumission, non pas face à une femme, hein, mais face à un autre homme, hein, qui pourrait être ce père qui a le pouvoir de produire des filles. Et finalement, ce qui a vraiment fait du tort aux femmes, c'est qu'elles y croyaient aussi à ce préjudice qui était réservé à leur sexe. Hein. C'était tellement tramé dans le discours ambiant qu'elles y adhéraient elles-mêmes, tant elles se sentaient finalement, on va dire, qu'elles se sentaient creuses. Hein. Évidemment, les hommes, hein, ils ont bien du féminin en eux. Mais cette position passive, hein, comme elle présuppose l'hypothèse de la castration, forcément, il la refoule, hein, et il la remplace par des surcompensations virilistes, parce qu'aujourd'hui on dit viriliste, qui justement ne fait que révéler l'existence, à la base, d'un féminin qui existait bien chez eux. Voilà. Donc la bisexualité psychique a toujours existé chez les deux sexes confondus. Donc la féminisation n'est évidemment pas une castration réelle, hein. Ça, c'est une vieille angoisse qui remonte de la petite enfance. La féminisation, c'est structural, hein, c'est psychique, ça oblige à la puberté, les hommes comme les femmes, à entériner quoi? Entériner la bisexualité de leur tendance pulsionnelle et en même temps à quitter, hein, l'espace incestueux, l'englument incestueux, on va dire. La féminisation, c'est donc tout simplement la castration symbolique elle-même. Du coup, ça c'est du côté des hommes, du côté des femmes. Alors, du côté des femmes, cette erreur d'interprétation, hein, celle de penser que leur sexe est châtré, hein, cette erreur, ça a fini par se dévoiler. Et ça s'est dévoilé comment? Eh bien, la bisexualité psychique a fait un bond en avant grâce aux féministes qui ont revendiqué le phallus. Alors, ce phallus qui a toujours été confondu avec le pénis. Sans s'en rendre compte, elles ont revendiqué, c'est là qu'il y a... Elles ont revendiqué non pas l'organe masculin, comme on l'a longtemps cru et comme on le dit toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein, elles ont revendiqué le phallus. Alors, le phallus, qui est quoi? Qui est un signifiant, hein, lacanien, on va dire, mais enfin, qui est un signifiant, mais qui est surtout un fantasme qui appartient aux deux sexes. Et cette revendication des femmes a eu pour conséquence de pousser aujourd'hui à rééquilibrer autour du phallus, rééquilibrer donc l'espace du désir entre les sexes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire revendiquer le phallus? Alors, Freud nous dit que les femmes, lui, il nous dit que les femmes revendiquent l'envie du pénis. Et c'est vrai qu'à l'époque patriarcale, hein, ce membre qui était brandi par les hommes comme un phallus, et dont on faisait bien sentir aux femmes qu'elles en étaient dépossédées, hein, et ben ça provoquait chez elles une sorte d'amplification du pénis-ned. Hein. C'est-à-dire que le sexe des garçons très valorisé leur faisait évidemment très envie. Mais ce qui leur faisait surtout très envie, ce n'était pas spécialement l'organe, c'était sa représentation. C'est-à-dire que c'était le monde phallique lui-même, hein, qui leur était confisqué. Le monde phallique, je dis. Hein. C'est-à-dire ce monde qui a été abusivement réservé aux hommes, hein, le monde des privilèges, celui d'avoir le sexe qui ouvre toutes les portes de la jouissance, hein, c'est-à-dire la jouissance sexuelle, la jouissance sociale, hein, le privilège du pouvoir.
Donc, cette envie du pénis révélait surtout que les femmes, eh ben, elles n'étaient pas nées du bon côté. Les privilèges, ce n'était pas pour elles. Donc, ce détournement masculin, hein, de faire croire que le monde phallique n'était réservé qu'aux hommes, ça a déporté les femmes, ça les a déportées dans un ailleurs qui les a décentrées et qui les a privées de leur vraie disposition psychique. Hein. Parce que c'est quoi structurellement le monde phallique? C'est d'abord pour les deux sexes, c'est d'abord une libido qui n'est ni masculine ni féminine. Elle est seulement virile, hein, c'est tout. La virilité n'épargne pas les femmes. D'ailleurs, le féminin n'a jamais été hors phallique. Hein. Pour Lacan, il était même à plein. Hein. Le passage au stade phallique du développement sexuel de l'enfant, c'est le moment où éclot quand même l'excitation auto-érotique, hein, celle qu'on retrouve plus tard quand on est adulte, lorsqu'on croque la vie à pleines dents. Hein, c'est ça. Dans ce développement structural, comment peut-on exclure les filles de ce passage obligé du stade phallique, hein? Si leur structure échappait à ce stade, elle deviendrait psychotique. Parce que justement, cette étape de la structure correspond au moment de la séparation d'avec la jouissance maternelle. Hein. C'est le stade de l'érotisation, c'est le stade de l'érotisation de la pulsion génitale. Hein. Ça ouvre donc sur le plaisir personnel, donc ça ouvre sur l'émancipation. C'est-à-dire que grâce à ce stade-là, c'est risqué à partir de là, on peut risquer à désirer pour soi-même, hein, à faire ses propres choix, ses propres opinions, etc. C'est ça les effets psychiques du stade phallique. Et justement, c'était de ça dont les femmes avaient véritablement envie. Hein. C'est ça qu'elles revendiquaient. Elles ne voulaient pas forcément être des hommes. Elles voulaient surtout que leur désir soit reconnu et surtout, comme les hommes, elles voulaient être respectées pareil. Elles n'en pouvaient plus, finalement, d'être humiliées, minorisées, d'avoir honte, etc. Alors, en écrivant ce texte, je me suis souvenu qu'il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, j'ai vu un documentaire, hein, où j'ai entendu certaines d'entre elles se faire greffer un pénis. Alors, elles étaient persuadées que de façon magique, ça allait leur donner le pouvoir des hommes. Elles disaient ça. Que ça allait susciter sur elles un regard différent. Et c'est vrai. C'est vrai que rien que de se faire pousser la moustache sans même se faire opérer, hein, eh ben, ça les soulageait déjà de voir dans le regard des autres qu'elles étaient enfin respectées comme les hommes. Hein. Ce n'est donc pas l'envie du pénis, hein, que les femmes revendiquent, c'est vraiment l'envie du phallus. Hein. C'est-à-dire que ça va bien au-delà des égalités de droit. Hein. On est vraiment dans un au-delà de ça, là. Hein. En fait, elles veulent croquer la vie à pleines dents comme les hommes. Bref, cette interprétation masculine, hein, cette interprétation-là, hein, qui est pour moi une erreur, voilà, fondamentale, hein, c'est-à-dire celle d'avoir le phallus, hein, c'est seulement quand on a le pénis, hein, eh ben, ça a eu au fil du temps des conséquences dommageables, à mon avis, hein, comme ça a faussé les mécanismes même de la structure des femmes, bah, donc ça a quand même un peu saboté leur destin. C'est-à-dire qu'avec ce stade phallique qui leur était confisqué, les femmes n'étaient destinées qu'à être mères. Ça, alors là, hein. Et ça a été un énorme malentendu entre les hommes et les femmes. Je dirais presque que ça a été préjudiciable pour le genre humain, au sens où aujourd'hui, on en paye quand même les conséquences. Parce que ça a biaisé pendant des siècles le rapport entre les sexes, hein, le rapport homme-femme, et donc la notion de transgenre, on peut penser notamment que ça vient beaucoup de ces femmes
qui ont voulu devenir des hommes pour avoir les privilèges dont elles ont été spoliées. Hein. Ça a été quand même une porte d'entrée pour le transsexualisme, cette histoire-là. Alors, du coup, c'est quoi les nouveaux rapports hommes-femmes, hein, brièvement? Avant, il y avait déjà un malaise, mais ça ne concernait que les femmes. Aujourd'hui, le malaise est toujours là, mais il a pris une autre forme, c'est devenu beaucoup moins confortable du côté masculin. C'est-à-dire que les femmes nouvelles, on va dire les femmes nouvelles, les femmes de la dernière génération, elles profitent vraiment, elles profitent de leur jouissance phallique. Hein. Et comme finalement, il n'y a aucune différence structurale entre femmes et hommes, eh ben, ça leur donne l'occasion quand même, hein, ça leur donne l'occasion de dénoncer publiquement ce malentendu dans lequel elles ont été maintenues depuis toujours, finalement. Hein. On va dire que MeToo, hein, c'est un peu la soupape de ce malentendu qui s'est mis à exploser d'un coup. Du coup, ce féminin qui flambe, eh ben, ça modifie donc le rapport entre les sexes. Comme le rapport hiérarchique entre les sexes a presque disparu, on va dire presque, tout le monde n'est pas d'accord encore, les hommes se retrouvent confrontés à des femmes qui assument leur sexe déjà. Ils n'ont plus cette exclusivité rassurante d'appartenir au sexe qui possède le pouvoir. Du coup, ça les questionne sur leur genre. Ils se questionnent d'autant plus que ce partage du terrain phallique avec les femmes, les confronte à leur propre féminin à eux. Et évidemment, ça fait violence pour ceux qui restent attachés au modèle viriliste. Hein. Voilà, on en a quelques exemples aujourd'hui en politique, par exemple. Donc, cette bisexualité psychique, hein, brandie dans les années 70 par les femmes, hein, et qui est aujourd'hui récupérée par les transgenres, eh ben, ça bouscule l'ordre masculin, hein, et ça fait bizarrement quoi? Ça fait bizarrement chuter l'idée d'un père tout-puissant, hein, qui avant était fantasmé uniquement du côté de la virilité. Voilà. Aujourd'hui, le père, il s'est un peu ramolli. Donc, il s'est ramolli alors qu'en vrai, cette représentation du père ramolli, hein, qui est maintenant en fait plutôt défait, moi je dirais qu'il est plutôt défait de son costume patriarcal, hein, cette représentation révèle surtout que la féminisation dont on lui colle la tâche, hein, se révèle également possible pour les hommes. Voilà. C'est-à-dire que la castration symbolique, il y en a d'autres qui vont dire le patou, par exemple, hein, eh ben, ce n'est pas que pour les femmes, ça concerne les deux sexes. Alors, ce père imaginé affaibli, ça vient surtout du fait que la bisexualité, en remontant du fond de l'inconscient, elle ramène en même temps à la surface l'angoisse de la castration chez l'homme. Donc, elle ramène cette angoisse à l'image du sexe des femmes, hein, une angoisse qui remonte donc de l'enfance. Et finalement, qu'est-ce qui a changé dans le rapport des sexes? Eh bien, après avoir confisqué aux femmes les privilèges de la jouissance phallique, maintenant les hommes ont peur que ce soit les femmes qui les dépossèdent de leur virilité. C'est-à-dire que c'est là que ça a créé en ce moment, ça a créé comme un retournement du fantasme entre les sexes. Alors, du coup, ce partage de l'espace phallique entre femmes et hommes, ça fait naître donc ce deuxième phénomène social. Ça a un impact considérable sur l'identité de genre, hein, sur l'identité de genre elle-même. On ne s'y retrouve plus avec ce retournement de fantasme. Hein. Avant, le rapport des sexes était divisé en deux espèces distinctes, on va dire, et je dis bien deux espèces parce que hommes-femmes, avant, c'était considéré comme deux espèces. Deux espèces distinctes classant l'homme d'un côté dominant et phallique et la femme de l'autre dominée et non phallique. C'était ça avant la binarité des sexes, c'est-à-dire une norme qui était basée sur le naturalisme, hein, sur l'organe, le naturalisme.
Du coup, la sexualité ne pouvait se réaliser que sur un mode hétéro. Voilà, c'est-à-dire avec cette espèce d'image stéréotype de l'homme dessus et la femme dessous. Donc, maintenant que le monde féminin s'émancipe structurellement, la dimension inconsciente prend sa place à côté de cet ordre génital qui, pour le coup, s'émancipe aussi. Alors, c'est là qu'un glissement intervient sur les questions de genre. La conception de normalité n'a pas sa place dans l'inconscient. Là, on le voit bien. Hein. C'est-à-dire que psychiquement, l'organe perd sa notion de binarité. Il y a ces hommes de la jeune génération qui ont lâché la surcompensation virile pour assumer davantage le féminin en eux. Hein. D'ailleurs, beaucoup se disent féministes ou de côté des femmes. Ça, j'entends ça maintenant régulièrement. Donc, cette nouvelle génération, elle n'hésite pas. Elle s'empare de cette notion de bisexualité psychique. Hein. Alors, comment on voit qu'elle s'en empare? Elle s'en empare parce que faire couple devient aujourd'hui beaucoup plus difficile. Hein. Ce désir décomplexé des jeunes femmes, ça rend les hommes, quand même, les jeunes hommes, ça rend les hommes un peu réticents aujourd'hui. Hein. Du coup, eux, ils se questionnent beaucoup sur leur genre. D'ailleurs, ils consultent beaucoup plus aujourd'hui. Hein. Et donc, ils finissent par quoi? Ils finissent par douter de leur choix sexuel. C'est-à-dire que ça devient courant aujourd'hui d'entendre ces expériences, toutes ces expériences homosexuelles chez les garçons comme chez les filles. Hein. C'est-à-dire que l'homosexualité a perdu donc de sa connotation d'anormalité. Ça s'est beaucoup démocratisé, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, ce n'est pas pour ça que psychiquement, ces jeunes-là ne sont pas hétérosexuels. Mais il y a ces expériences-là qui se font aujourd'hui. Voilà. Mais la sexualité hétéro n'est plus brandie comme étant la norme. Voilà. Hein. Le psychisme prend le pas sur le vieux discours binaire phallique-non phallique, qui, lui, en nette voie de disparition. En gros, avant, c'était, on va dire, les valeurs morales qui géraient la sexualité. Maintenant, c'est davantage la structure du sujet qui reprend le dessus. Hein. Le sujet s'est débarrassé des catégories stigmatisantes. Et je parle du sujet. Dans la tête du sujet, ça s'est pas mal débarrassé des catégories stigmatisantes et ça accepte davantage aujourd'hui sa singularité. Voilà. Sauf que curieusement, malgré ce changement des comportements sexuels, on voit que sur le plan des mécanismes inconscients, et là, il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi, sur le plan des mécanismes inconscients, rien n'a changé. C'est-à-dire que c'est tout comme avant, on assiste encore et encore à un déni de la castration symbolique. C'est-à-dire que la bisexualité, prise en compte aujourd'hui, ne change rien, mais rien du tout, aux invariants de la structure, comme le DIP, ou comme la castration. Au contraire, la bisexualité, elle est devenue un autre moyen pour la contourner. Alors, ce qui a changé, c'est que les femmes, elles profitent pleinement des avantages phalliques aujourd'hui, et les hommes accueillent ce féminin qui n'est plus réprimé. En fait, c'est ça exactement la bisexualité psychique. C'est les filles, maintenant, ça jouit du phallique, et les hommes, maintenant, ils laissent aller leur féminisation. Du coup, à partir de là, ça explore, chacun explore. Et parfois, à force de flirter avec les bords, on se perd dans son identité de genre, ça c'est vrai, et ce qui peut aussi conduire, du coup, alors là, à certaines dérives. Donc, l'identité sexuelle, si on veut, on peut la démultiplier en une infinité de genres. Donc, le féminin, comme il tend à ignorer la génitalité du corps auquel il appartient, forcément, il se distille sur le terrain phallique et imprègne l'identité sexuelle à des degrés différents.
Et ça a créé donc cette multitude de combinaisons bisexuelles qui fait flotter alors complètement la norme. Et ça donne donc le transgenre. Donc le transgenre, c'est quoi? C'est ça. Ce sont toutes les identités qui sortent de la norme binaire hétéro. Et puis à côté de ça, il y a aussi le transsexualisme. Lui, c'est le franchissement, donc c'est le franchissement du changement de sexe par le bistouri. C'est l'organe du corps que l'on tente de transformer en pensant transformer son identité de genre. Donc, toutes ces nuances de genre existaient déjà avant. La bisexualité psychique, même si elle a été réprimée, elle a toujours œuvré et elle a toujours existé. Et justement, cette histoire de transgenre, ça fait partie de l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire que Freud, il n'a pas cessé d'écrire là-dessus. À côté de l'opposition binaire organique qui est masculin-féminin, ça c'est l'organique, lui, il a pris en compte l'évolution bisexuelle dans le psychique de l'enfant et il nous apprend donc cette chose intéressante, c'est que le genre, ça n'existe pas avant la puberté. C'est-à-dire que durant toute son enfance, l'enfant n'est pas dans l'opposition masculin-féminin, c'est-à-dire de son sexe. En revanche, il a des tendances actives et passives qui façonnent cette fameuse bisexualité psychique. Tout dépend comment à certains moments l'enfant appréhende sa pulsion, soit en position de satisfaction active, soit en position passive. C'est là qu'il est transgenre, l'enfant. C'est-à-dire que l'identité sexuelle est une identité qui se construit, et comme on le sait tous, on ne naît pas femme, on le devient, mais justement, c'est pareil, on ne naît pas homme, on le devient aussi. Donc, c'est très important d'avoir en tête que tout au long de l'enfance, l'évolution prégénitale, elle est transgenre. Elle ne coïncide jamais avec le genre masculin, féminin de la puberté. C'est-à-dire que cette évolution est extrêmement mouvante et nuançable. Et à la puberté, il se produit donc cette soudure métapsychologique entre la bisexualité psychique, toutes ces facettes transgenres, c'est-à-dire toute cette dialectique active-passive, ça se soude, tout ça se soude à l'opposition organique, donc voilà, masculin-féminin. Donc, c'est-à-dire ça se soude finalement à son état civil. Voilà, c'est-à-dire comment il a été reconnu organiquement à sa naissance. Donc, ça donne l'identité de genre, et donc, avec elle, ça donne toutes ces nuances multiples dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est primordial d'être à l'écoute de tout ce travail psychique qui s'opère chez l'enfant. Dans notre clinique, on entend les enfants passer par tous les genres. On les entend passer par tous les genres. Et donc justement, ces genres multiples, ce dont parle Freud à propos de la perversion, par exemple, à propos de la perversion polymorphe de l'enfant, ces genres multiples, ça rappelle ça, c'est-à-dire que ça rappelle les points de fixation qui sont non réglés dans l'enfance. On les retrouve, ceux-là, à l'âge adulte. Et toutes ces nuances de genre me font penser, elles aussi, à des fixations tout simplement infantiles. On sait que les points de perversion qu'on identifie dans la névrose, ce sont des fragments de structure qui ont évité la castration. Voilà. Et qui ont donc évité de renoncer à toutes ces appétences incestueuses. Alors, n'est-ce pas là la même chose avec le transgenre? C'est la question que je me pose, c'est-à-dire une façon de rester collé à ses satisfactions enfantines, c'est-à-dire de ne pas avoir à renoncer à ses amours parentaux. Parce que pour les deux sexes, on connaît quand même les mécanismes de l'Oedipe et de l'Oedipe inversé. Un coup, on est plein d'amour pour son père, on se féminise pour lui, et un autre coup, on est plein d'amour pour sa mère et on se masculinise pour elle, qu'on soit fille ou qu'on soit garçon. Et donc, pour ces amours oedipiens, l'enfant n'arrête pas
de voguer d'un genre à l'autre. D'autant plus que la différence des sexes s'efface donc au stade phallique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la petite fille, elle fantasme d'être un garçon. Et le petit garçon, eux aussi, les petits garçons, ils jouissent de cacher leur sexe entre leurs jambes et d'enfiler les chaussures à talons de leur mère. Voilà, et ce n'est pas pour ça que leur identité sexuelle va basculer en fille ou même qu'ils deviendront homosexuels. Donc les enfants grandissent au gré de leur fantasme transgenre. Et justement, aujourd'hui, on découvre ça. C'est-à-dire qu'on découvre, et on admet bien plus qu'avant, notre façonnage, on va dire façonnage bisexuel. Alors attention, parce qu'il y a des choses qui ont sauté, quoi. Alors attention à ce nouveau phénomène qui est apparu et qui s'en prend donc au corps de l'enfant. Donc je connais le cas d'une fillette de 8 ans qui désirait fortement être un garçon pour avoir un pénis comme lui. Du coup, la mère, qui rêvait d'avoir un garçon, s'est tout de suite montrée consentante, alors que le père trouvait cette demande très suspecte. Donc, la mère accompagne l'enfant dans un centre spécialisé. On lui prescrit un traitement qui bloque ses hormones de croissance. Ça lui permet de prendre le temps, jusqu'à sa puberté, le temps de réfléchir au genre qu'elle souhaiterait, si elle était encore indécise, qu'elle souhaiterait avoir, et donc à son choix d'organes. Alors, pour répondre à cette envie, qui relève quand même d'une frustration, et après tout, pourquoi elle veut devenir un garçon ? Faut lui poser la question. Donc, la médecine, elle s'est mise en tête de pouvoir réparer ça, sans même lui faire consulter un psy. Et moi, je ne l'ai pas vu. Donc, une transition génitale est même programmée. Alors, face à cette demande, on a une médecine qui, aujourd'hui, se veut la secouriste des temps modernes. Alors, pour défier les limites de la nature, elle s'ingénue à répondre à la frustration en disant que le corps, ce n'est qu'une tuyauterie à réparer ou à transformer. Et ça, j'ai entendu ça plusieurs fois de la part de chirurgiens. Donc, on est prêt à transitionner les enfants, même avant 18 ans, c'est-à-dire qu'il y a même des lois en ce moment qui sont en train d'être votées en France, je crois, je ne sais plus où très bien on en est, parce que ça bouge tous les jours, là, pour condamner un peu, il y a eu un moment donné, pour condamner les parents qui s'opposaient au désir de leurs enfants. Bon, là, c'est à reprendre, je ne sais plus très bien où on en est. Mais pour la petite histoire, quand même, cet enfant de 8 ans, quand elle a eu 10 ans, voyant ses copines grandir et commencer à avoir des seins qui pointaient, elle a interrompu immédiatement son traitement. Parce qu'en les voyant, elle s'est sentie tout d'un coup devenir fille. C'est-à-dire qu'elle a réussi, finalement, quelque part, à lâcher son fantasme transgenre, ce fantasme qui lui collait, finalement, depuis l'enfance. Alors, moi, je vais dire que c'est là qu'il y a opération identitaire. C'est ça, l'opération identitaire, c'est-à-dire que ça reste toujours celle de la castration. Et surtout, le comble, c'est qu'à ce moment-là, quand elle a arrêté ses hormones et qu'elle a voulu finalement rester fille, sa mère est aussitôt tombée en dépression. Donc, on voit bien comment la structure, il faut bien l'écouter. Parce qu'il y a tout un camp, alors je me permets de dire ça ce soir, parce que moi, ça me navre énormément, il y a tout un camp de psychanalystes qui foncent en ce moment, tête baissée, vers l'inédit, au mépris du psychisme, et qui soutiennent ces dérives chez les enfants, sous prétexte d'avoir l'esprit pseudo-progressiste, et puis de dire que nous autres, nous sommes réacs, qui n'est pas d'ailleurs un argument. Ce n'est pas un argument de nous dire qu'il y en a qui sont progressistes et les autres réacs. Alors, en attendant, en discutant beaucoup avec eux, en allant leurs conférences, etc., j'entends qu'ils ne tiennent pas compte de ce dont on parle très peu aujourd'hui. C'est-à-dire que chez les adultes, il y a les heureux, ceux qui se sont fait transitionner, et pour qui ça a effectivement marché, voilà, et qui ont acquis les privilèges sociaux qui leur manquaient. Il y en a qui vont très bien, et c'est vrai.
Voilà. Mais il y a dans la balance, tous ceux qui ne s'en remettent pas et ce dont on ne parle pas, hein. C'est-à-dire de cette chirurgie dite réparatrice et dont on ne parle pas parce que… Attends. Parce qu'il y en a, oui, chirurgie réparatrice du genre, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui se suicident, donc forcément, ils ne parlent pas, hein, ou qui tombent dans des dépressions profondes et qui ont des grosses hontes, etc. Surtout parce que ce changement de sexe n'était pas la vraie cause de leur mal-être identitaire, hein. C'est-à-dire que pour moi, les psychanalystes qui ne tiennent pas compte, je parle des psychanalystes, hein, qui ne tiennent pas compte du désir inconscient, hein, moi je trouve qu'ils participent à cet avalement de la psychanalyse par la médecine, hein, et je crois que Lacan, il prédisait ça, je crois, hein. Donc, derrière cette histoire de dysphorie, hein, il y a toujours des causes très profondes, hein, qui ont à voir, alors avec quoi? Qui ont à voir avec le regard ou le désir parental, hein, ou avec les réparations familiales, hein, des choses à réparer, ou avec une identification idéalisée, hein. Parfois, ça relève plus de la chirurgie esthétique, hein. Il faut ressembler à la femme idéale. J'ai entendu ça de la part d'un homme qui s'était transitionné en femme. Moi, je veux ressembler à Dalida, hein. Ou à l'homme qui s'est fait, ou à l'homme qui se fait, les femmes qui se transitionnent du côté de l'homme pour se faire respecter. Voilà. Pour X raisons. Et il y en a des tas de raisons, voilà, qui sont imbriquées dans l'histoire du sujet, dans l'histoire personnelle du sujet, hein. Des déterminismes inconscients se sont mis en place durant son enfance et donc qui viennent titiller son histoire d'identité de genre. Voilà. Donc, le changement de sexe, hein, ça permet aussi à certains, ça permet à beaucoup même de fuir leur homosexualité, hein, parce que pour eux, l'homosexualité, ce n'est pas la norme parentale, hein, il ne faut pas décevoir les parents. Est-ce qu'on en est encore là, malheureusement, pour certains, hein, alors que de parler d'une anomalie identitaire et dire que c'est dysphorique, eh ben ça relève de la génétique. Et là, ça devient socialement acceptable. Voilà. Alors, en fait, tout est là. Tout est là. Pour les hommes comme pour les femmes, il y a un fort besoin d'être né du bon côté. Voilà. Mais attention quand même, parce que nous sommes des analystes, hein. Si un homme vient me voir et tient à se faire appeler madame, hein, alors évidemment, je vais l'accompagner jusqu'au bout à questionner son désir, hein. Voilà, hein, parce que s'il vient me voir, c'est qu'il n'est pas sûr de lui non plus, hein. Donc, et si au bout du compte, ce patient est prêt à assumer fantasmatiquement, hein, son nouveau genre, je parle fantasmatiquement, je ne parle pas de l'opération là, hein, et ben pour moi, là, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? D'ailleurs, je crois que Lacan, il l'a fait, hein. C'est d'abord un sujet, je veux dire, hein. Notre fonction, c'est d'abord de reconnaître et d'accueillir son angoisse, hein. Et je ne suis pas là pour lui faire la leçon, hein, à cet homme, hein. C'est-à-dire que nos préjugés à nous, personnels, n'ont pas de poids face à la souffrance de l'autre, hein. Quand quelqu'un veut changer de nom, par exemple, eh ben, on l'appelle bien par son nouveau nom. Voilà. Alors bon, s'il veut se faire appeler madame, eh ben, après tout, pourquoi pas? Donc, à partir du moment où il l'assume, je veux dire, voilà, hein. Donc, on a à être à l'écoute du sujet, on a à être à l'écoute de ces conflits psychiques et aussi de tous ces phénomènes inédits qui scandent l'évolution de notre société. Mais l'inconscient et donc les fantasmes, hein, sont toujours à prendre en compte, hein. C'est pas ce patient-là, à quoi il ne veut pas renoncer, celui qui veut se faire appeler madame, hein. Le refus de renoncer à ses plaisirs incestueux n'est jamais loin. Voilà. Donc, du côté psychique, je confirme, rien n'a changé. C'est-à-dire que le déni de la castration est toujours présent. Elle est contournée par le symptôme, hein, qui, eux, par contre, n'arrêtent pas de se former, de se déformer au gré des idéologies. Voilà. Avant la castration, c'était recouvert par l'idéologie patriarcale avec une masculinité toute puissante qui tronquait
la structure des femmes, hein, c'était le symptôme de l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est absorbé par ces nouvelles idéologies, donc LGBT et d'autres, voilà, qui tombent dans l'autre extrême, tout aussi tyrannique. Hein. C'est-à-dire que là, on va leur dire c'est le transgenre à n'importe quel prix, le transsexualisme à n'importe quel prix. Dans les deux cas, on contourne en force, de toute façon, que ce soit avant le patriarcat ou maintenant le transgenre extrême, je veux dire, on contourne en force le psychique du sujet. Voilà. Il y en a qui sont opérés sans jamais, maintenant c'est de plus en plus, sans jamais avoir vu de psychologue pour en parler avant. Voilà. Donc, je termine sur une petite note, c'est-à-dire que là, sur un truc, une anecdote en fait, hein, la norme hétérosexuelle hein, a véritablement perdu, on sent qu'elle a véritablement perdu son effigie patriarcale, hein, c'est-à-dire sa binarité classifiante, hein, basée sur que sur l'organe, quoi. Hein, ça, c'est plutôt fini ou en voie de disparition. Hein. Moi, par rapport à ça, il m'est arrivé un truc donc, à Londres où je participais à un groupe de travail. Je participais à un groupe de travail depuis au moins 3 ans, voire plus. Voilà. C'était un groupe de travail sur la sexualité et le politique. Ce groupe était composé que de psychanalystes homosexuels ou de personnes en plein protocole de changement de genre. Voilà. Eh bien, je me suis fait exclure du groupe. Je me suis fait exclure du groupe parce qu'on me reprochait d'être hétérosexuelle. Hein, et que ma pensée devait être pour eux forcément, mais même sans parler, pour eux, c'était forcément perverti par la classification binaire des genres. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le débat, la différence des sexes était tellement effacée. Je vais vous dire, hein, quand même, c'est une confidence. Je me suis sentie presque moi-même en faute d'être hétérosexuelle. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Depuis, ça va mieux? Oui, j'ai repris mes esprits et ma sexualité. Je ne sais pas si tu l'as pas. Ah oui, vas-y, t'es dedans. Oui, je suis là pour vraiment souligner le très beau travail que tu viens de nous offrir, parce que c'est le tien d'abord. On sent bien la ligne du questionnement sur la pratique de la psychanalyse, c'est-à-dire celle du sujet. Phrase de Lacan, moi, qui me mène un peu quand même, c'est qu'il n'y a d'amour qu'hétérosexuel, quel que soit le genre. Il faut qu'il y ait de l'autre, au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il soit tel que, quand même, hein, non pas qu'il y ait de la différence, mais qu'il soit dans une sorte d'impossibilité d'être identique à l'autre. Et que ça ne peut pas marcher s'ils sont identiques, ces gens qui veulent s'aimer. Donc, l'amour est hétérosexuel d'abord, il n'y a d'amour qu'hétérosexuel, c'est-à-dire quel que soit le genre. Alors, différence entre genre et sexe, peut-être on va débattre, à le dire, ou les gens savent, je ne sais pas comment vous voyez ça. Et cisgenre, CIS, genre, celui qui, de son sexe, a le même genre. Un homme est du genre homme, masculin. Une femme est du genre féminin. Transgenre, c'est de l'autre côté. Il a donc cette nécessité de considérer qu'il a en lui un corps de femme pour un homme, un corps d'homme pour une femme, ou quelque chose qui pourrait commencer à faire penser à ça. Alors, je ne sais pas si c'est si moderne. Ce qui est moderne, c'est que les chirurgiens, les médecins s'en occupent, que c'est une prise de la sexualité par le médical. Et ça, c'est très embêtant. Alors, il y a peut-être des très belles choses. Bon, et ce n'est pas une chirurgie réparatrice du tout. Alors, tout est réparateur. Non, ça fait partie d'une certaine façon, comme tu l'as très bien dit, je crois qu'il faut reprendre ça, de rester fixé certainement à une situation oedipienne bloquée, en étant content, peut-être, ou satisfait, ou perversement satisfait. Mais la question qui m'est venue en t'écoutant, c'est, tu l'as dit en cours de route, donc on était quand même branchés sur la même longueur d'onde, Bon, bah, voilà. c'est l'enfant, Oui. l'enfant petit. Oui.
il s'en fiche de la bisexualité, ça n'existe pas pour lui. Ce qui compte pour lui, c'est voilà, que sa petite copine d'à côté à l'école lui fait plaisir, il est excité, je ne sais pas qui va la toucher, ou il va peut-être la toucher, mais pas gravement, et que ça lui fait plaisir, et en même temps, ça lui fait mal, il voudrait bien que ça s'arrête. Et comment ça peut recommencer, ou surtout comment ça peut s'arrêter, hein. Donc il a cette nécessité de se calmer, hein, de ça, hein. Et donc la bisexualité vient sûrement plus tard, comme tu l'as très bien dit, arranger un peu tout ça, hein. Bon, alors comment le choix d'objet sexuel, puisque c'est le terme freudien, se met en place? Bon, perversion polymorphe chez l'enfant, ça peut être variable, justement, mais c'est vrai quand même qu'assez vite, c'est fixé. Quand on entend les gens qui viennent vous raconter leur histoire sexuelle au départ de la vie, j'ai toujours été homosexuel, dit un homme. Voilà, j'ai su que c'était comme ça et qu'il n'y avait pas donc à se mêler de ça. Mais en même temps, il y a beaucoup qui hésitent. Il y en a beaucoup qui sont effectivement dans le désarroi, une fois adulte, hein, c'est ça. L'enfant, il n'est pas en désarroi face à la question de son sexe. Ce qu'il veut, c'est que ça s'arrête ou que ça continue. Voilà. C'est comme ça. Alors, il est sûrement amoureux de sa petite copine, elle est sûrement amoureuse de son petit copain à l'école. Et c'est vrai que c'est là. Bon, voilà. Et ils se disent, par exemple, moi, je ne voudrais pas que ça dure parce que quand ça va s'arrêter, ça va me faire de la peine. Ils sont déjà avertis, mais c'est de l'amour dont ils parlent, hein. Et leur corps passe après. Évidemment, c'est comme ça, hein. Donc, et quand des choses un peu anormales se produisent, les parents sont un peu désarçonnés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté de politique médicale que les analystes soutiennent pour des raisons idéologiques, d'émancipation de la sexualité d'une façon qui n'est pas justement une émancipation. Alors moi, c'est ma position, elle est peut-être combative. Ça ne bouleverse pas du tout l'analyse, cette histoire-là. Ça ne nous met pas du tout dans le chambranle que les gens veulent dire. Ça n'est pas ce qui s'est passé avec la guerre de 14 qui fait que Freud a avancé instinct de mort et héros. Ça n'a pas du tout cette fonction. Ça ne fait pas avancer des concepts nouveaux. Apparemment, en tout cas, autrefois, ça les fait revoir peut-être toutes. Excuse-moi, c'est Marie. Est-ce que Ça tu ne peux enlever ton questionne masque? pas. Tu peux enlever ton masque pour Ça qu'on ne t'entende mieux, s'il questionne te plaît? Allô? Alors, je crois que quelqu'un est en train de te demander d'enlever ton masque. Mais je préfère pas. Bah parce que On est en salle, hein. parce qu'ils t'entendent pas bien. Voilà. Bon, je vais essayer. Alors, voilà. Bon, voilà, c'est comme ça que j'en remercie. C'est comme ça. Oui, alors, j'ai perdu le fil, mais ce qui est très étonnant, c'est l'immensité du succès de cette histoire. L'immensité du succès de cette histoire qui fait que les impôts vous envoient émettent d'abord déclarant 1, déclarant 2, que ce soit un homme, une femme, deux femmes. C'est-à-dire, pourquoi ça a eu ce succès-là? Qu'est-ce qui fait que la sexualité, on s'en débarrasse, et que le genre prend le dessus? Alors, il y a le livre, bien sûr, Le sexe des modernes de Marty, qui explique ça à partir de Buckley, Judith Buckley, qui est dans un conflit avec l'Europe avec l'Amérique, les grands penseurs français, Foucault, Derrida, dans les années 70. Derrida, Foucault et tout ça sont venus à nous amener à la bas, en tout cas, et c'est revenu ici avec des grosses histoires bien intéressantes. Hein, et je crois que j'en oublie de ces grands penseurs qui sont allés aux États-Unis. Bon, et là, il y a une nécessité de penser les choses à partir de ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé entre l'Amérique et l'Europe et l'Amérique, les Européens doués de France allant en Amérique et Berkeley disant mais non, c'est venu de nous, les universités, bon, une espèce de bagarre, je ne sais même pas comment la qualifier, c'est pas intéressant, quoique peut-être, mais ça aboutit à ce que Berkeley secoue tout, elle secoue dans tous les sens tout ce qu'elle peut secouer. C'est son affaire à elle sait faire ça, probablement parce qu'elle est issue d'une famille juive très religieuse qu'elle veut secouer, dont elle veut secouer le joug de cette histoire-là. Elle a appris à secouer les choses, je suis un peu interprétatif, mais bon, et ça aboutit à ce que ça réussisse. Elle a une très bonne plume, elle sait ce qu'elle veut dire, son choix homosexuel, c'est féminin. Bon, elle a pris, et puis elle a eu plein d'élèves, plein de disputes, plein d'histoires.
qui ont fait que, voilà. Et là, dedans, il faut bien le dire, Hélène, Lacan, on est dans les années 72, avec encore et les formules de la sexuation qu'il prépare, enfin un cartel ensemble à quelques-uns, puisqu'il y a des actuels là-dessus. Lacan le prépare pendant 3 séminaires, ou pire, savoir des psychanalystes, encore, ça fait déjà 3, mais il y en a sûrement encore un autre, où tout ça, il va l'étudier pour arriver à lire les 3 essais sur la théorie sexualité de Freud, pour les lire et à faire en sorte que il débrouillonne Freud. Et on s'aperçoit effectivement que, chose très connue quand même, que la certitude sexuelle n'existe pas. Et qu'on passe non pas d'un sexe à l'autre, chacun d'entre nous, mais que la différence des sexes, comme je le dis, est comme un fondu enchaîné au cinéma, dans la théorisation, dans l'écriture, dans le sentiment vécu en séance. Ça passe de l'un à l'autre, ça revient à l'avant. Bon, c'est-à-dire c'est quelque chose qui bouge, qui sait bouger, qui sait SAIT, qui sait se bouger. Et c'est là où ce qui va avancer avec ce qu'on appelle les formules de la sexuation et pas de la sexualité, va beaucoup plaire aux pionniers de ces histoires de sexualité américaine, pour le dire comme ça, c'est-à-dire du transsexuel, du transgenre, ça va beaucoup plaire, parce que ça correspond vraiment à leurs enjeux. De l'incertitude quant à la place du choix du sexe, hein, que ça peut changer. Le problème, c'est que quand même ça apparaît maintenant de plus en plus. C'est comme ça a pris un essor considérable. Alors, est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que j'ai besoin de travailler plus loin? Bon, je fréquente un truc qui s'appelle La Petite Sirène, que Céline Masson et Caroline Eliachev ont fabriqué. On va l'inviter d'ailleurs le mois prochain, le 3e mercredi, ça sera justement Céline Masson et Caroline Eliachev qui seront là avec leurs livres, hein, justement sur exactement ces questions-là, où elles posent des questions aux médecins, à la société, comment tout ça se passe, c'est-à-dire, alors j'ai assisté à quelques réunions qu'elles font, c'est régulier, tout le monde peut y assister, c'est par Zoom en général, où justement des parents viennent dire, voilà, j'ai perdu le contact avec ma fille, avec mon fils, il y a une association qui les protège, parce qu'il y a le droit de l'enfant, qui permet maintenant à ce que l'enfant soit tel qu'il puisse échanger de nom et disparaître, pour avoir un autre sexe. Bon, ça se passe beaucoup en Suède. Cet exemple que je vous cite est un exemple d'une famille suisse. Mais en Suède, vous pouvez aller voir une vidéo qui s'appelle Train Trans, les trains du trans ou les trans du train, comme vous voulez. Il y a trois épisodes où, en Suède, qui étaient pionniers sur ces questions, comme ils le sont d'habitude dans leur façon très positiviste, puisque le sexe ne plaît pas à l'un, qu'il a un autre sexe en lui, genre, on y va, on opère. Hormones, machin, tout ça. Mais voilà, c'est qu'il y a des ados qui ont accepté ce jeu-là, des jeunes ados qui aujourd'hui ne jouissent pas, n'ont pas d'organes de jouissance, n'ont pas de jouissance. Ils en ont peut-être une, peut-être, comme peuvent avoir certains paraplégiques, disons. C'est possible que certaines caresses suffisent à quoi, je ne sais pas. Mais pour les hommes, en tout cas, ça semble hors possibilité. Ça semble compliqué, en tout cas, quand ils n'ont plus le pénis. Et ils portent plainte contre les médecins qui les ont opérés. Et regardez ces vidéos et vous commencerez à comprendre que ce chambranle qui s'est passé là n'est pas du tout une révolution. C'est probablement, à mon avis, une sorte d'eugénisme sexuel, une espèce de transhumanisme exacerbé sur le plan du sexuel et du genre, de compléter l'humain dans sa malformation généralisée de son sexe, pour arriver à trouver à trouver que finalement il y a une espèce de grande mise à jour, de grande mise au point entre ceux qui ont fait cela il y a déjà quelques années et qui aujourd'hui ont 20 ans, 25 ans et qui n'ont pas de vie sexuelle, et qui sont seuls. Alors, je ne sais pas si ça nous convient. Alors, ce que tu as dit, c'est très bien. Bien que quelqu'un vient et a un problème de cet ordre-là, évidemment qu'on va aider son désir à se préciser, évidemment qu'on va
accepté de le suivre jusqu'au bout. Hein. Il y a un exemple qui existe dans la littérature d'un analyste français, une analyste qui a suivi, c'est un homme jusqu'au bout et qui est devenu une femme, qui depuis des années avait, je ne me souviens plus de son nom, du monsieur, mais il a fait un livre où il y a son nom dessus, où il explique tout ça. Et alors il explique la chose suivante, il y avait bien effectivement une femme en lui, disait-il, l'opération a parfaitement réussi, il est devenu une femme à 60 ans, il avait déjà 4 enfants, les enfants étaient dans la salle où il faisait la commentaire de son livre, des enfants assez avancés en âge, évidemment, une femme avec qui il s'entend bien aujourd'hui, mais qui n'est plus sa femme, donc il a une vie apparemment autonome pour lui, mais il raconte la chose suivante, il a dit publiquement, quand un homme vient me rencontrer, qu'on va faire l'amour ensemble, alors comment ça se fait l'amour? Ben, ça se fait comme ça peut. Alors, l'homme ne jouit pas, l'homme, le partenaire, parce que, dit-il, alors c'est peut-être pas général, parce qu'il sait trop que l'homme qui est devenu une femme sait comment un homme jouit, et il n'y a pas d'hétérosexualité. Et donc, il ne peut pas. Voilà. C'est ce qu'il a raconté de façon très libre. Bon, moi, j'ai trouvé ça formidable, ce qu'il a dit. Je suis allé lui dire qu'il était vraiment, pour moi, un exemple de quelqu'un, et c'était un grand reporter photographe, qui prenait des dangers terribles de type suicidaire, il voulait se flinguer, quoi. Et ça l'a peut-être empêché de se flinguer, ça, cette opération, ce mouvement-là. Et donc, je lui ai dit, je me rappelle de cette intervention que j'ai faite auprès de lui, vous êtes vraiment un artiste de votre vie. Il m'a dit, je vous remercie, je m'en servirai, mais bon, sa vie sexuelle, voilà, c'est peut-être une vie amoureuse, mais peut-être sexuelle. Alors, je ne sais pas, on peut en parler, voilà, c'est là l'enjeu. Je crois que tu nous as bien prévenus de ne pas trop marcher dans cette histoire-là. C'est excellent. Et c'est vrai que l'enfant est transgenre, mais on ne peut pas employer ce mot parce qu'il est connoté maintenant de conflit entre analystes, entre politiques, entre écrivains, etc. Alors, il y a le point que soulève Marty, qui est très intéressant, c'est le travesti. Le titre de son livre s'appelle d'ailleurs Le sexe des modernes, la pensée du neutre, la théorie du genre, c'est en sous-titre. Le sexe des modernes, c'est le titre. En sous-titre, la pensée du neutre. C'est-à-dire qu'entre là, il y a quelque chose qui est neutre chez cet homme que je viens de citer, ce baroudeur qui était fait. Il est neutralisé, on peut dire. Il y a quelque chose de neutre. Et ce neutre, c'est quoi? C'est un lieu de passage, c'est un lieu de préparation, c'est même pas un troisième sexe. Alors, ça vaut le coup de travailler. Moi, je vais travailler peut-être pour toi et pour Mars. Et l'Interassociatif européen fait d'ailleurs un troisième colloque sur ces questions en juin à Séville, en particulier, et choisit aussi ce livre de Marty pour qu'il soit commenté. Donc, c'est dans l'air, mais tu t'en sors très bien. J'aimerais bien lire ton texte. Merci. On va peut-être laisser la parole à, je ne sais pas, si quelqu'un veut